Alors, l'histoire qu'on décortique aujourd'hui commence de la façon la plus simple, la plus banale qui soit. Un animal de compagnon, un traitement, une petite pilule donnée chaque jour, un geste de soin, une routine. Mais voilà, que se passe-t-il quand ce geste, sans que personne ne s'en doute, se transforme en un véritable compte à rebours? C'est toute la question. Un cas qui débute par ce qui semble être un simple contrôle de routine, mais qui en réalité va très vite basculer en une urgence absolue. Bon, regardons les faits, les chiffres bruts. Voilà les premiers résultats sanguins. Et là, tout de suite, ça clignote rouge de partout. Les globules blancs, les neutrophiles, les plaquettes, tout est effondré. En parallèle, les enzymes du foie, elles, s'envolent. Et le plus fou dans tout ça, la thyroïde, la raison même pour laquelle le chat est traité, eh bien elle est revenue dans les clous. Le traitement semble donc avoir fonctionné, mais à quel prix? Alors, focalisons-nous sur ce premier chiffre, parce qu'il est critique. 40 000 plaquettes. Pour se donner une échelle, c'est comme si on passait d'une population normale de plus de 150 000 à seulement 40 000. La chute est juste vertigineuse. Et le danger immédiat, avec un chiffre pareil, c'est l'hémorragie. Quand il y a si peu de plaquettes, le sang ne peut plus coaguler correctement. Le moindre petit saignement interne peut devenir une catastrophe incontrôlable. On passe au deuxième chiffre qui fait froid dans le dos, 1,4 camuil de neutrophiles. Les neutrophiles, ce sont les soldats d'élite du système immunitaire, et là, leur nombre s'est littéralement évaporé. L'armée est décimée. Et ça nous amène au deuxième danger mortel. Sans ces soldats, l'organisme est comme une forteresse avec les portes grandes ouvertes. N'importe quelle petite bactérie, même la plus anodine en temps normal, peut provoquer une infection généralisée, une septicémie. C'est une situation d'extrême urgence. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut faire ce qu'on fait toujours dans ces cas-là. On remonte le fil. On regarde l'histoire du patient. C'est souvent là que la clé de l'énigme se trouve. Alors voilà le profil. C'est une chatte de 13 ans. Elle a une condition médicale bien identifiée, de l'hyperthyroïdie, ce qui veut dire que sa glande thyroïde est hyperactive. Et puis il y a le détail qui change tout. Elle a commencé un nouveau traitement il y a tout juste un mois. Et ce fameux traitement, c'est le métimazole. C'est le médicament de référence pour l'hyperthyroïdie chez le chat le plus commun. Et là, d'un coup, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. On a notre suspect numéro 1. On arrive maintenant au cœur du paradoxe. Comment le médicament qui était censé soigner est-il devenu la source d'un problème encore plus grave? Et voilà tout le dilemme. D'un côté, mission accomplie. Le métimazole a parfaitement régulé la thyroïde. C'est un succès. Mais de l'autre côté, la contrepartie est catastrophique. Il a mis KO la moelle osseuse et attaqué le foie. Le premier terme médical important ici, c'est la myélosuppression. En gros, ça veut dire que l'usine à fabriquer les cellules du sang, la moelle osseuse, a été mise à l'arrêt. Elle ne produit plus ni les plaquettes qui bouchent les trous, ni les neutrophiles qui combattent les microbes. Le deuxième terme, c'est l'hépatotoxicité. C'est plus direct. Hépato pour le foie, toxicité pour poison. Le médicament a empoisonné le foie, l'envolée des enzymes hépatiques, à plus de 3 fois la normale, ne laisse aucune place au doute. Il faut vraiment insister sur un point. Ces réactions sont très rares. L'immense majorité des chats sous métimazole se portent très bien. Mais voilà, pour une petite fraction d'entre eux, c'est une sorte de roulette russe. Et quand ça arrive, c'est souvent dans les 3 premiers mois, et c'est toujours une urgence vitale. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, la question à 1 million, qu'est-ce qu'on fait? Chaque minute compte. C'est le moment où il faut prendre la bonne décision, et vite. Le plan d'action, en fait, est très clair, il n'y a pas à hésiter. Première étape, la plus évidente, on arrête le coupable. Stop immédiat du métimazole. Deuxième étape, on protège la victime. Le système immunitaire est à plat, donc on lance tout de suite des antibiotiques puissants pour éviter qu'une infection ne l'emporte. C'est une question qui semble logique, non? Si le médicament est trop fort, pourquoi ne pas juste réduire la dose? Eh bien, ce serait une erreur gravissime. Parce qu'ici, on n'est pas dans un cas de simple surdosage, c'est une réaction toxique idiosyncratique, un peu comme une allergie. Continuer, même à toute petite dose, ce serait continuer d'alimenter le problème. La seule solution, c'est l'arrêt total et complet. Une autre idée qui pourrait venir à l'esprit, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer de traiter la thyroïde et en même temps gérer ces nouveaux problèmes? Ça aussi, ce serait une très mauvaise idée. On ne traite pas les symptômes d'un empoisonnement en continuant à donner le poison. La règle d'or en toxicologie, c'est toujours de retirer l'agent toxique. La priorité absolue, c'est d'arrêter la cause. Tout le reste vient après. Donc on a géré l'urgence en arrêtant le métimazole. Parfait. Mais ça nous ramène à la case départ. On a résolu un problème, mais le problème initial, lui, est toujours là. Alors, pour la suite,
À court terme, le pronostic est réservé. Tout va dépendre de la capacité du corps à tenir le coup le temps que la moelle osseuse redémarre. Et même si tout se passe bien, le défi à long terme reste, il faut toujours traiter cette hyperthyroïdie. Le méthimazole est maintenant banni à vie pour ce patient. Il va falloir envisager des options beaucoup plus lourdes, comme la thérapie à l'iode radioactif ou carrément la chirurgie. Ce cas nous laisse avec une question fondamentale en médecine. Comment savoir où s'arrête le bénéfice et où commence le risque? Cette histoire nous rappelle que la surveillance est essentielle et qu'il faut toujours être prêt à tout remettre en question. Parce que parfois, la frontière entre le remède et le poison est incroyablement fine.